Lucia Gorini et Gil Carroz vont vous présenter le congrès de l'AMP qui va se tenir en février 2024. C'est à vous. Merci Agnès. Alors Gil, quel point as-tu choisi pour présenter notre congrès aujourd'hui? Alors, ce de quoi je voudrais te parler, c'est d'un problème clinique actuel auquel certains collègues sont confrontés dans le moment présent, moment où la folie du monde est passée à l'acte de façon violente. Allons-y alors. Je partirai donc d'un aphorisme de Lacan, moins connu que celui qui fait le titre de notre congrès. Le désir est l'essence de la réalité. On trouve cet aphorisme dans le premier chapitre du séminaire sur la logique du fantasme. Désir, essence de la réalité. Oui, la langue commune le confirme de façon intuitive. Par exemple, quand on dit de quelqu'un qu'il prend ses désirs ou ses rêves, ses kiff-kiff, pour une réalité. Prendre son désir pour une réalité est une formule qui répond à la définition de la folie selon la boussole qui guide notre travail vers le congrès de l'AMP. Mais Lacan ne se contente pas de l'intuition. Il prend appui sur la topologie pour nous dire que le désir et la réalité sont les deux faces de la même surface, sauf que le sujet ne le sait pas. Pour le dire d'une façon imagée, la fourmi qui marche sur une bande de Moebius ne sait pas que sur son chemin, le désir se transforme en réalité, la réalité en désir, et ainsi de suite. On peut dire que quand Freud croyait que la scène de séduction, que tant que Freud croyait que la scène de séduction des hystériques qui lui racontaient était une réalité, il était comparable à cette fourmi qui ne distingue pas le désir de la réalité. Le jour où il écrit à Fliss « Je ne crois pas à ma neurotica », c'est parce que la clinique a eu sur lui un effet d'interprétation. Ça lui a permis de voir que le désir et la réalité sont deux faces distinctes d'une même surface. C'est équivalent à ce qui se passe quand on fait une coupure dans une bande de Moebius. Une fois coupée, les deux faces de la surface de la bande ne sont plus en continuité. Elles se distinguent et il faut traverser un bord pour passer de l'une à l'autre. Et comment cela se présente dans la clinique? Alors la fourmi qui prend ses désirs pour une réalité est à l'abri du réel. Une fois que la bande sur laquelle elle marche a été coupée, elle est plus savante, elle devient un sujet qui distingue le désir et la réalité, de la réalité. Mais que se passerait-il si quelqu'un viendrait brûler la bande sur laquelle elle marche? Elle disparaîtrait, je pense, dans le vide, et le sujet disparaîtrait avec elle. Cette métaphore, me semble-t-il, permet de distinguer le traumatisme du sujet de l'événement qui le provoque. Peux-tu nous expliquer cette distinction? Oui, donc le trauma passe par la moulinette du sujet. Ainsi, dans le fameux cas Emma de Proton Pseudus, ce qui est vraiment traumatique pour le sujet est la découverte de sa jouissance, à savoir le fait qu'elle est retournée une deuxième fois dans la boutique où elle a été l'objet d'un attentat sexuel de la part de l'épicier. Sa phobie qui la met à l'écart des magasins est une petite folie qui la protège de la réalité de l'abuseur qui est l'essence de son désir à elle, ou plutôt de sa jouissance. J'entends que le sujet est impliqué dans son traumatisme. Qu'en est-il du côté de l'événement déclencheur? On t'entend bien? On m'entend? Oui. Alors, des collègues israéliens de la Société psychanalytique de la NLS qui ont travaillé récemment avec des rescapés du massacre du 7 octobre, dès le lendemain de l'événement, ont pu témoigner de ces effets destructifs. Dans la suite immédiate de la catastrophe, il ne s'agit pas de poser au sujet la question de savoir quelle est ta part dans ce qui t'est arrivé,
car le sujet est encore immergé dans des bouts de réel entre lesquels il doit tracer les fils d'un récit pour atteindre un point où il pourra en parler dans un après-coup, donc plus tard. Il n'a pas encore le luxe d'être fou d'un symptôme ou d'un fantasme. La psychanalyse en tant qu'orientée vers le réel est une mise en pause. Elle promeut au contraire un mouvement vers des petites folies qui écartent le sujet du réel et qui font la substance de la vie. Ce que tu dis, Guy, me fait penser à Erasme et à son éloge de la folie comme remède à ceux qui tarient le souffle et la sève de la vie. Pour Erasme, la folie est consubstantielle à l'homme. Il conçoit que la nature, matrice du genre humain, a pris soin que le grain de sel de la folie ne fasse défaut nulle part. Une folie universelle, donc ? En quelque sorte, oui. D'ailleurs, Jacques-Alain Miller a montré qu'Erasme installe folie et sagesse sur un même plan, où elles échangent incessamment leur place jusqu'à se nouer l'une à l'autre, comme sur une bande de Möbius, où l'envers et l'endroit ne font qu'un. La folie n'a donc pas de contraire. Voilà. Pour Erasme, cette folie est présente dans toute activité humaine. Elle enfante les cités, assure la stabilité des empires, de la religion, des magistratures et conseille. Il se demande s'il est possible de trouver un seul homme qui ne soit pas sujet à quelque forme de démence et comment le distinguer. Ainsi, dit-il, je le cite, « L'homme qui prend une citrouille pour une femme, on lui colle le nom de dément parce que ce cas est rarissime. En revanche, si un mari partage sa femme avec beaucoup d'autres, jure qu'elle est une super Pénélope et s'en félicite dans son égarement bienheureux, personne ne le traite de dément, car cette mésaventure, selon l'auteur, est le lot de beaucoup de maris. » Autrement dit, si sa folie rentre dans le discours commun. Ah, bonne question, mais figure-toi que Lacan, en 67, a pu dire de l'éloge de la folie qu'il ne nous atteint plus, car nous sommes devenus beaucoup plus fous que jadis. Cela résonne bien sûr avec son « tout le monde est fou », aphorisme dont il faut dire qu'il anticipe formidablement les transformations de nos sociétés contemporaines. Monsieur et Madame Citrouille passeraient sans doute inaperçus aujourd'hui, vu la place accordée à l'autodétermination dans les discours actuels. Leur cas ne serait plus si rare, peut-être même qu'ils fréquenteraient ensemble la confrérie des courges. Oui, alors comment se repérer dans ce potager ? Dans un texte contemporain de « Tout le monde est fou », Jacques-Alain Miller reprend la pratique du dernier Lacan en soulignant que la brièveté de ces séances visait à inspirer à un analysant quelque impatience, à lui inspirer le dur désir de réveil comme un des noms du réel. Ce réveil est impossible car on ne rêve pas seulement quand on dort. Il précise que ce tout le monde délire aussi, tout le monde rêve tout le temps. Les clivages entre fantasmes, délire, hallucinations, rêves se dissipent. La psychanalyse orientée vers le réveil s'appuie sur ce qui n'a pas structure de fiction et vise, je le cite, à scander la rencontre toujours manquée du réel, celle qui se passe entre rêve et réveil. Si le grain de sel de la folie ne fait défaut nulle part, le désir de réveil, issu d'une analyse, permet de cerner le grain de folie propre à chacun dans sa singularité. Et c'est bien cela que nous mettrons au travail dans notre prochain congrès de l'AMP. Bon, merci. Oui, tu voulais dire encore quelque chose, je pense. Oui, nous vous rappelons que le congrès aura lieu donc du 22 au 25 février 2024 par visioconférence. Et aussi, nous voulons vous faire part d'une nouveauté, c'est que les cas présentés dans le simultané clinique seront traduits par des interprètes professionnels et pas comme d'habitude. On essaye
on essaye cette fois-ci de cette façon-là. Par ailleurs, vous pouvez vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, au congrès en allant sur le site dont vous trouverez l'adresse ici sur la fiche, donc congrès AMP 2024 en un mot.world. N'hésitez pas à vous inscrire également à notre newsletter afin de recevoir en direct toutes les informations concernant la préparation de ce grand événement. À bientôt.